Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne, on est ravis de vous retrouver après ce week-end qui sentait bon l'été. Et ça va continuer, c'est ce que nous dira Catherine tout à l'heure. Allez, durant cette petite heure d'émission, on va recevoir Patrick Geffroy, invité d'honneur ce matin, chef étoilé finistérien de l'hôtel de Carantec, une cuisine entre terre et mer dont il nous parlera tout à l'heure, ainsi que de son histoire familiale et de ses émotions d'enfance. On restera à la suite dans le domaine de l'alimentation, mais sous l'angle des nouveaux services de gastronomie à domicile. Ce sera l'objet de la chronique de notre expert conso Olivier Dauvert. Faire un achat sur Internet tout en faisant un don à une association, eh bien c'est possible grâce à une start-up rennaise qu'on appelle Givers. Stéphane Gramont, notre spécialiste du numérique, nous en dira plus dans un instant avec son invité. Enfin, après les journées du patrimoine, nous reviendrons aussi sur le bâti ancien. Du côté des archives, Christelle Molina, déléguée régionale d'INA Atlantique, nous présentera la rue Saint-Georges à Rennes. Et puis si vous aimez l'histoire, si vous aimez les objets anciens, il faut absolument rester avec nous. Le conservateur François Coulon nous présente ce matin une arbalète allemande de 1581. Et pourtant, ça signe la fin de la chevalerie. Eh bien, notre chevalier servant est là pour nous en dire plus dans quelques instants. Allez, sans oublier l'ami Billy qui sera du côté de la SPA de Rennes pour nous présenter de nouveaux compagnons à adopter. Je vous le disais, c'est l'été aujourd'hui et vous allez nous le confirmer, ma chère Catherine. Bonjour. Oui, Laurence, bonjour, ça va bien? Ça va très bien, impeccable. Bon, bah, regardez-moi ça, voilà, la preuve en image. Mais oui! Qu'est-ce que c'est que toutes ces gommettes jaunes? Mais il n'y a plus de saison, Laurence! Regardez-moi ça! Alors que du beau temps, profitez-en. Hein, et il fera jusqu'à 27 degrés. Où ça? À Meucon. À Meucon. Au nord de Vannes, Meucon, sa mairie, oui. sa boulangerie, Meucon, et on dit bonjour aux 2200 habitants de Meucon, les Meuconois, Les Meuconais. Les Meuconais. Bonjour Eh bien, à vous. bonjour les Meuconais. Restez avec nous. Allez, on attend vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission, vous le savez maintenant, est diffusée en live. Allez, on y va, on garde les gommettes jaunes. C'est pas une raison pour sortir tout de suite. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue à vous en cette matinée ensoleillée. Bonjour Olivier. Bonjour Laurence. Oh, vous êtes beau comme un camion. Alors blanc, rouge, bleu. Je suis Toujours. fliqué. Vous êtes fliqué, bon ok. Bonjour Christelle, jolie aussi, toute de rose vêtue, printanière, estivale même quasiment. Et c'est normal, c'est raccord avec aujourd'hui, la météo. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue. Meucon, son aérodrome, c'est champion de France de vol libre. Ah. Ouais. Ah bah, Catherine, elle note. vous le notez? Elle note. Bonjour Patrick Geffroy, bienvenue à vous. Bonjour le Finistère. Bonjour au Finistère, évidemment, les Finistériens qu'on salue chaque jour dans cette émission. Alors vous êtes le chef de l'établissement finistérien étoilé l'hôtel de Carantec. Vous êtes né à Rennes, vous êtes morlaisien de cœur, il faut quand même le dire. Hein. Complètement. Et aucun de vos frères n'a été touché par la grâce de la cuisine. En revanche, vous, pas qu'un peu. Et on va essayer de voir un petit peu d'où ça vient tout ça. Alors je vous propose d'abord de tirer un premier petit papier. Vous allez tout nous raconter. Ce que vous voudrez bien nous raconter. La bouillie d'avoine. Bouillie d'avoine, qu'est-ce que ça bouillie évoque d'avoine. pour vous? La bouillie d'avoine, ça évoque mon enfance, ma grand-mère, mes cousins, mes frères, le jardin, les poulaillers, les clapiers, etc. C'est tout ça la bouillie d'avoine pour moi. C'est Un plat simple, un plat d'enfance? oui, un plat d'enfance. Je dis souvent que c'est un plat un peu de pauvre, mais c'est un plat énergétique à l'époque où les gens allaient dans les champs et ils avaient besoin de startigène, comme on dit chez nous. Et la bouillie d'avoine était quand même quelque chose qui donnait des calories, quoi. Voilà. Et aujourd'hui encore, je sers de la bouillie d'avoine dans mon restaurant et j'en suis très fier. Dans un restaurant étoilé, bah Ouais. voilà, comme quoi. Ouais. Mais revisitez quand même la bouillie d'avoine. Vous la servez comment aujourd'hui? Mais simplement quand même, parce que je la sers avec une tête de cochon Une tête de rôtie cochon et, voilà, et du lait ribot. Et du lait ribot. Je reste très terroir. Je vois ça. Terroir, ben c'est un mot qui vous va bien, effectivement. Ouais. Allez, je vous propose de tirer un deuxième petit papier. On va voir un petit peu, justement, vous avez forcément eu des déclics au niveau de la cuisine. Et Oui, Raymond Oliver, oui. Raymond Oliver, Raymond Oliver. Alors, qui était cet homme? C'est un très grand chef qui a eu 3 étoiles au guide Michelin au Grand Véfour, et qui, à l'époque des années 60, avant 60 même, intervenait à la télévision. Il n'y en avait qu'une, une vraie télévision culturelle, comme je dis toujours.
à l'époque. Et j'étais très heureux de quitter l'école pour aller voir cette émission. Et j'étais captivé par cet homme, littéralement happé quand il parlait, par son costume, par sa façon de parler. Et la manipulation qu'il avait avec les produits, ce qui sortait en fin d'émission. Enfin, c'était mon dessin animé à moi, quoi. D'accord. Bah, vous savez quoi, on a une petite surprise pour vous. On a retrouvé l'archive où on voit Raymond Oliver justement en cuisine avec la speakerine Catherine Langer. Ah, regardez. Mais Raymond Oliver, c'est gentil de m'avoir donné ça aujourd'hui. Il est vrai que Noël approche. Nous sommes le 20 décembre aujourd'hui et tous nos spectateurs doivent être dans les préparatifs de Noël. Cette bûche est splendide, mais je vais être seule à la manger. Je voudrais tout de même que nos spectateurs sachent comment on l'a fait. Pouvez-vous nous le dire? Bien sûr, je vais même vous la faire. Alors, vous allez nous la faire sous les yeux? Sous les yeux. C'est assez rapide? Mais oui. Oh là là, pourtant, c'est si beau. Eh bien, allons-y, voulez-vous? Mais oui. Quels sont les ingrédients qu'il faut alors pour faire cette bûche? Eh bien, pour faire cette bûche, il y a deux choses principales, enfin deux choses essentielles, pour ainsi dire. C'est la génoise et la crème au beurre. La génoise, nous allons vous faire voir comment elle se fait. Elle se fait avec du sucre, des œufs et de la farine. Qu'est-ce que ça vous évoque? On vous voyait ému. C'est votre- Chef. Ouais. C'est mieux que Top Chef. Pour moi, c'est mieux que Top Chef. Ouais. Parce que là, on manipule pas les gens. La vie est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je suis très ami avec son fils, qui a fait aussi de la télévision beaucoup. Michel Oliver a fait beaucoup dans les années 70-80, de la télévision. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est drôle. Et le premier concours que j'ai gagné dans mon parcours de cuisinier, c'était au Plaza Athénée. Et le président du concours, c'était Raymond Oliver, qui à l'époque était très très malade. Je lui ai dit brièvement toute mon admiration que j'avais pour lui et qu'il m'avait peut-être mis le bâton de relais dans les mains quand j'étais petit, mais voilà, c'est la passion du métier, c'est le beau travail bien fait, c'est plein de choses comme ça. Ouais, vous êtes ému. On voit, Christelle, que finalement la cuisine, elle est née finalement aussi à la télé. Enfin, quelque part, ça a pris de l'ampleur avec la naissance de la télévision. Oui, ce qu'on constate, c'est que les émissions de recettes de cuisine ont débuté quasiment avec la naissance de la télévision. Et dans les années 50-60, effectivement, c'est Raymond Oliver qui, avec son attitude professorale, tient le petit écran. Et que ça évolue après, enfin, les postures sont effectivement différentes. C'est-à-dire qu'on passe de l'attitude professorale à Michel Oliver, justement, qui est plutôt sur un pied d'égalité avec le téléspectateur, qui va échanger plutôt sur le produit. Voilà, c'est un regard et qui va évoluer jusque dans les années 2000, vous en parliez, avec un côté plutôt coach, là, enfin... Oui, Spectacle. Et spectacle. Et vraiment. très spectacle, Ouais. oui, c'est vrai. télé-réalité, on va dire. Mais il ne faut pas oublier Maïté, quand même, qui a laissé Ah, dans la mémoire oui, collective oui. quelque chose d'assez... Que j'ai eu le plaisir de côtoyer à Toulouse, à France 3 Toulouse, et c'était un vrai délice. On pensait quand même pour tous les canards qui ont été sacrifiés. Parce que... Et les anguilles. Et les anguilles, surtout Ah, les anguilles. c'est mon vrai, Dieu. les anguilles, c'est vrai. J'allais les oublier. Les pauvres. Une femme généreuse et formidable. Oui, c'est vrai. Ouais, effectivement. Christelle, on va rester avec vous. Justement, on va parler de patrimoine, puisqu'on sort des journées du patrimoine, qui avaient lieu ce week-end avec toujours autant de succès, bien entendu. Et vous allez nous présenter une rue assez emblématique de la ville de Rennes, la rue Saint-Georges. Et oui, parce que effectivement, la rue Saint-Georges, elle a été sauvée des flammes, on va dire, après l'incendie de 1720. Et elle contient plus de 14 bâtiments protégés par les monuments historiques. Alors, je trouvais que c'était un petit clin d'œil sympa pour après ces journées du patrimoine. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Une ville vue du ciel, c'est comme un immense jardin immobile dont les fleurs, au long des siècles, grandissent au gré de l'imagination fertile des architectes. Belle et fragile comme un parterre, la ville peut subir l'assaut d'ennemis redoutables. L'un des plus destructeurs, le feu. Ainsi cet incendie, le 23 décembre 1720, qui depuis la rue Tristan embrase la ville de Rennes comme une mer de feu, selon l'expression d'un témoin.
Il dura 6 jours. 850 maisons furent détruites, le tiers de la ville. Dès février 1721, un arrêt du Conseil du roi approuve le projet de reconstruction présenté par l'intendant Feydeau de Brou. Isaac Roblin, ingénieur de la marine, en établit le plan, un modèle d'urbanisme rationnel aux rues parfaitement perpendiculaires. Quelques îlots avaient été épargnés par le feu. C'est dans une rue du plus vieux Rennes que nous sommes venus nous promener aujourd'hui, la rue Saint-Georges. Monsieur Lefebvre, comment vous est venue cette idée de restaurer cette maison? Bien, cette idée de restaurer la maison est en somme le résultat des circonstances. Nous occupions en effet une partie de cet ensemble d'immeubles faisant les numéros 8, 10, 12 et 14, mais une partie seulement, et il se trouvait que la fraction la plus près du palais, qui était le numéro 8, était en particulièrement mauvais état. Les propriétaires ne semblaient pas être intéressés par la restauration ou même la simple réparation de l'immeuble, et cette partie devait donc sombrer, entraînant sans doute le reste. Lorsque j'ai été amené à m'occuper de cette maison, j'en ai tout de suite senti la valeur esthétique et archéologique, et j'ai trouvé en monsieur et madame Lefebvre des gens tout à fait décidés après m'avoir bien voulu me faire confiance. Restauration progressive, bien sûr. D'abord ce numéro 8, la façade sur la rue, qui a été menée en 2 ou 3 mois grâce à une entreprise spécialisée. Puis ensuite, nous sommes attaqués aux intérieurs, consolidations diverses, avec des pièces de fer, en remplaçant des éléments de charpente. Et enfin, sur la cour, la restauration de la façade elle-même, aussi intéressante que celle sur la rue. Archive très intéressante. Christelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte, justement ? En fait, c'est une archive un peu pédagogique parce qu'on revient sur des faits historiques, sur cet incendie de 1720 et on revient aussi sur quelle était cette rue. Et cette rue, elle était à proximité du Parlement, donc forcément, elle y logeait beaucoup de parlementaires, de juristes, mais aussi beaucoup de commerçants. Et on y retrouve des édifices qui sont encore présents, comme l'hôtel de Las, du nom des Hubert de Las, qui étaient les conseillers au Parlement de Bretagne, où on retrouve en partie la physionomie de la cour avec des jolies façades Renaissance, en bois sculpté avec pilastres cannelés et consoles renflées. Je reprends mes notes parce que quand même, je trouve ça très beau. Et puis pareil, numéro 15, on trouve, c'était le presbytère de la paroisse Saint-Germain à l'époque et qui était l'ancien hôtel de Christophe Fouquet, seigneur de Châlins, qui était président du Parlement de Bretagne. Et donc à côté de ces parlementaires, il y avait beaucoup d'hôtels particuliers qu'on appelait des maisons à plusieurs. On vivait à plusieurs étages. Alors il y avait des aristocrates, des veuves d'aristocrates, des tailleurs, des perruquiers, toute série d'artisans qui vivaient là aussi. Aujourd'hui, ce sont des colloques. Des colloques, voilà. Et ça reste une rue quand même assez commerçante aujourd'hui. Ouais. Et on voit la librairie Le Fayeur qui reste encore un lieu très emblématique. Emblématique, oui. Voilà, qui date... Ça vous parle, ça d'ailleurs, Patrick Geffroy, les vitrines, des commerces. Je sais que vous avez une passion pour une jolie histoire. Hein. C'est le chemin de la cantine. Dès mon enfance, tout petit, à Morlaix, on était à l'école du Point de Benne, qui était en centre-ville, mais on allait à la cantine, la cantine était à la mairie. Et donc, de l'école, il fallait aller à la mairie et on passait devant une épicerie fine, devant 2 pâtissiers, dont un qui était au sous-sol mais qu'on voyait par les soupiraux. Moi, je veux m'arrêter. On prenait, hop, viens, on y va là, parce que oui, mais moi, je veux voir le monsieur faire la pâte à choux là en dessous. Et après, on passait devant un hôtel qui existe toujours, qui était l'hôtel de l'Europe. Et moi, j'étais en admiration devant les costumes des gens qui étaient là, avec leurs longs tabliers blancs, leurs gilets noirs, leurs nœuds papillons, les vitraux sablés en dentelle, les charcutiers qui avaient au boucher avec leurs petits saucissons derrière sur leur tablier. Enfin, pour vous, c'était comme le théâtre, quoi. Ah, pour moi, ça a toujours été... et c'est toujours... Moi, si je passe dans une rue où il y a des artisans de métier de bouche qui sont en train de travailler, voilà,
Quand j'étais petit avec mon frère, on allait à l'époque de la chasse. On voit plus ça, mais il y avait des sangliers, des chevreuils, des paons, des faisans, pas des paons, mais des faisans. Et tout ça, c'était pendu, les lièvres. Et mon frère, on allait mettre le doigt dans le nez du sanglier qui pendait le long du pavé de la charcuterie. Et tous ces sacs de café, des dragées, enfin bon, dans les épiceries fines. Aujourd'hui encore, c'est un vrai spectacle, l'alimentaire. Et les légumes, c'est des vraies sculptures. Si vous regardez un artichaut entier, c'est beau, vous le coupez en deux, c'est toujours aussi beau, quoi. C'est vrai. Et c'est bon. Et c'est bon, Et en c'est plus. très bon. Un mot peut-être pour conclure, Christelle, sur les architectes en chef des monuments historiques. Quand même, on voit Monsieur Cormand là dans le reportage. Bah oui, en fait, ils ont un rôle qui évolue. Bon, déjà en 1905 avec la séparation de l'État et de l'Église, et puis en 1980, leur mission va être précisée auprès du ministère de la Culture, avec un rôle qui est quand même vraiment de comprendre, respecter et faire aimer, donc sauvegarder notre patrimoine en fait. Essentiel, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Christelle. Merci, Il y a un patrimoine familial chez vous dans la cuisine, Patrick Geffroy. Est-ce qu'il y avait des gens qui cuisinaient dans votre famille? Oui, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui faisait très bien la cuisine, une maman qui faisait aussi très très bien la cuisine. Et qui ont eu toutes les deux un restaurant? Pardon? Qui ont eu toutes les deux un restaurant? Toutes les deux un restaurant, ouais. Et ma maman a eu un restaurant qui était un restaurant où on faisait beaucoup de mariages. C'était une restauration particulière. Les mariages, c'est toujours répétitif. Il y avait aussi des balles, voilà. Mais ma grand-mère avait un restaurant que j'ai malheureusement pas connu. Voilà, d'ailleurs, en photo. Oui, je sais pas, j'ai pas vu, mais voilà, c'était un restaurant. Alors c'est étrange parce que j'ai découvert très tard que la façade du restaurant de ma grand-mère était orange. Et voilà, vous voyez, c'était orange. Et quand j'ai fait mon restaurant à Carantec, la façade de mon restaurant, toutes les bandes, je les ai fait orange. Petit hommage? Non, c'était inconscient, vous le saviez pas? Inconscient, complètement inconscient. J'ai ouais. pas fait exprès, mais j'étais content de le voir, de le découvrir plus tard. Alors, la notion de transmission, Patrick Geffroy, elle est essentielle pour vous? Elle est très importante? Oui. L'apprentissage, c'est quelque chose de... Je me bats depuis très très longtemps sur l'apprentissage, et aujourd'hui, je suis content et en colère parce que je trouve que, quels que soient les gouvernements qu'on a eus successifs, ont mis de côté l'apprentissage. Et là, on commence à redécouvrir que l'apprentissage, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, j'ai commencé mon métier, j'avais 15 ans. Je ne regrette pas du tout. Voilà, vous vous souvenez de ce qu'on vous a demandé en premier dans votre apprentissage? Ah oui. Premier geste de je m'en souviens très bien. C'était à Brest, dans un tout petit restaurant de quartier qui s'appelait Chez Chouchou, à Brest. Ouais. Et on m'a demandé de faire du persil haché. Et je peux vous dire qu'à l'époque, on avait un outil à 3 lames qui était à balancier, comme ça, avec 2 manches. 3 lames. Et je peux vous dire que je n'ai pas fait du persil haché, j'ai fait de la purée de persil. Parce que quand est-ce qu'il va être bien? Je ne sais pas, mais on va me le dire. On ne me le disait pas, donc j'étais là. J'ai fait de la purée de persil. La purée de persil. Bon. Vous avez fait récemment là, une formation au Ritz à Paris. Ouais. Ça vous a ému justement parce que vous vous souvenez vous-même de votre apprentissage. Il y a eu un déclic encore à ce moment-là. Vous avez travaillé dans une pension de famille à Carantec. Oui, après Brest, à l'époque, on faisait l'apprentissage en 3 ans. Mais bon, les jeunes cuisiniers croient qu'au bout de 3-4 ans, ils sont cuisiniers, mais on n'est jamais cuisinier avant peut-être 10 ans, 15 ans. Parce qu'il y a tellement de tiroirs dans notre tête pour faire la cuisine. Un cuisinier, c'est un pâtissier, un charcutier, un boulanger, un poissonnier, etc. On englobe tous les métiers de l'alimentaire. Et donc, il y a énormément de tiroirs dans nos têtes. Et donc, il faut beaucoup de temps pour devenir un vrai cuisinier. Et je ne sais plus, j'ai perdu la question. Oui, il y avait plusieurs étapes. Hein. Vous avez eu cette pension de famille à Carantec. Oui, alors cette pension de famille, c'est une découverte formidable parce que là, je rentrais dans une maison familiale avec une maman qui était attentionnée avec tout le personnel qui était là. On était beaucoup de jeunes. Un chef qui ne connaissait pas son talent parce qu'il avait beaucoup de talent. Jean Louvoïc, parce que j'aime bien citer ce garçon, qui est devenu un ami plus tard, où j'ai appris les poissons frais qui venaient avec les brouettes. Les pêcheurs livraient à l'époque les poissons qui ramenaient de la journée avec des brouettes et des sacs de pommes de terre mouillés sur les poissons. C'est une époque pour moi magique parce que
j'ai appris des choses, j'ai acquis des choses. Les légumes venaient avec les charrettes et les chevaux. Enfin, bon. Et puis, quand j'étais petit aussi, les marchés, le marché de Morlaix, pour moi, c'est une religion, quoi. C'est une messe pour moi. Les marchés en France, il faut les protéger. J'insiste beaucoup là-dessus. Et alors, vous avez poursuivi votre apprentissage à Port-de-Carré, dans une auberge étoilée. Ah, là, j'ai découvert... Et là, ça a été autre chose. Vous avez découvert vraiment j'ai découvert un autre monde. J'ai voilà. découvert le Ritz, quoi. C'était pas le Ritz, mais c'était pareil pour moi. J'ai découvert les dames qui venaient au restaurant habillées, les messieurs en costume, les belles voitures, les faisans en plumes qu'on mettait sur les plats, le foie gras... Le papa du patron qui avait été, lui, commis avec un très très grand chef aujourd'hui qui s'appelle Auguste Escoffier, et il avait été commis au Savoy à Londres avant-guerre. Donc ce monsieur, il avait 74 ans ou 15 ans quand j'étais, moi, jeune cuisinier en 68 à Port-de-Carré. Et donc il me parlait de cette époque-là. Moi, c'était une merveille pour moi. Je découvrais la grande cuisine, quoi. Voilà. Je découvrais Auguste Escoffier. Et ce qu'il vous racontait, qu'il faisait des coffres forts en foie gras. Exactement, des perles de caviar qui sortaient du coffre-fort. Enfin, c'était de l'art, quoi. Vraiment, la cuisine, c'était de l'art. Oui, alors bon, on a un petit peu, on a mis un peu l'art de côté pour être plus précis sur le goût, et sur les cuissons. Parce que bon, à l'époque, quand même, il y avait quand même un certain aller sur les cuissons, et puis il n'y avait pas les mêmes conservations qu'on a aujourd'hui, et donc on cuisait beaucoup pour conserver longtemps. Aujourd'hui, on ne cuit plus beaucoup, et on ne conserve pas longtemps, mais on a aussi du matériel en cuisine qui fait qu'on peut conserver les produits de meilleure façon. On parlera justement un peu plus tard dans cette émission de l'évolution de la cuisine. On va quand même se pencher sur l'apprentissage aujourd'hui. Comment ça se passe ? Eh bien, direction le lycée Louis Guilloux à Rennes, l'apprentissage de la cuisine. C'est un reportage de Catherine Genot et Clément Hubert. Messieurs, dames, bonjour. À l'arrivage, tout est frais. Les travaux pratiques commencent. Allez, vous venez me voir ici, s'il vous plaît. 38 couverts à fournir ce jour-là pour ces élèves de seconde. Au menu, fleur d'avocat mangue tartare de crevettes en entrée et mignon de porc à la moutarde. Éplucher et tailler les légumes, confectionner les sauces, maîtriser les cuissons. L'évaluation portera sur leur capacité à s'organiser en cuisine. Vous prenez votre navet dans la main et vous coupez. Vous avez juste à raser le bord ici et me couper ça là. À quoi ça sert d'aller salir votre planche? On va commencer par la gestuelle, on va commencer par la position qu'ils ont avec leur couteau dans leurs mains pour éviter qu'ils se blessent. On va insister sur la sécurité également. On va insister sur le comportement professionnel, comment se comporter en cuisine. On va insister après sur vraiment la minutie pour réaliser un travail correct et parfait. Votre plan de travail, ça commence à être un capharnaüm, les filles. Si vous êtes désorganisés, vous allez avoir du bazar partout, vous n'allez pas avancer. Ok, allez, accélérez. Il me fait ta mangue tout de suite et après tu me fais... Le chef ne lâchera pas sa brigade. De 8h à midi, aucune pause. Pour s'entraider, les jeunes fonctionnent en binôme, mais malgré tout, plus les plats chauffent, plus la tension monte. Écouter les ordres, faut les suivre. Si on fait pas l'ordre, si on va pas droit dans les ordres et tout, ça marche pas, quoi. Genre, faut vraiment écouter le chef. C'est trop monotone, ça devient ennuyant. Alors que là, quand on est en service, il y a de la pression. Moi, j'aime bien. Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe, voilà. C'est un métier très manuel et assez physique, donc c'est très créatif. Et c'est ça qui m'a surtout fait venir ici. C'est qu'on pouvait faire ce qu'on voulait à partir de produits de base, quoi. Et c'est pour ça que je suis là. Les plus motivés décrocheront leur bac professionnel. Un BTS peut compléter la formation. Le métier recrute en restaurant traditionnel comme en restauration collective, mais la profession est exigeante. C'est un métier qui est difficile. Vous voyez, il n'y a pas de chef en cuisine, on est constamment debout, on travaille au chaud, il y a des horaires de travail et des amplitudes d'horaires qui sont importantes. La vie de famille, elle n'est pas si facile que ça quand vous finissez à minuit, 1h du matin et vous commencez à 8h le matin. Allô la brigade, table 2, 4 couverts s'il vous plaît, 4 tartares. J'entends pas. Oui, chef. Allez. Il n'y a pas de chaise en cuisine. Oui, elle est bonne celle-là. C'est pour ça qu'on dit chef, second, sous-chef, demi-chef de partie. La brigade, ouais, c'est un vocabulaire militaire. La brigade du tigre. Voilà. C'est ça.
Olivier, on va rester avec vous dans le domaine de la gastronomie. On évoque un phénomène grandissant qui pourrait faire de l'ombre au restaurant, les meal kits. Alors expliquez-nous un petit peu. Oui, alors on va commencer par faire un petit peu d'anglais. Meal en anglais, ça veut dire repas. Donc meal kits, ce sont des kits repas. Donc le principe, vous recevez chez vous de quoi réaliser une recette ou un plat complet. Alors un tout petit peu plus ambitieux quand même que des pâtes au jambon, sinon vous pouvez le faire tout seul. Vous recevez les ingrédients et vous recevez aussi le pas à pas ou la recette décortiquée pour vous permettre évidemment de le réussir sans risque. Alors quelques noms déjà pour démarrer, ça se passe essentiellement sur Internet. Vous avez Foodette, vous avez Cook & Go, vous avez Lecomi, vous avez Kitok qui d'ailleurs a été récemment racheté par Carrefour. C'est dire que même les grands de l'alimentaire s'intéressent à ce nouveau marché parce qu'il y a selon eux un potentiel. Vous en aviez déjà entendu parler ? Non, pas du tout. Non. Vous allez tout découvrir. Alors, à qui ça s'adresse ? Alors, ça s'adresse à beaucoup de monde. La cible, elle est très large. Vous avez les paresseux des courses, ceux qui n'ont plus envie d'aller faire leurs courses en magasin parce que ça les ennuie. Vous avez ceux qui sont, en général, pas très inspirés au moment de passer en cuisine pour préparer un repas. Et ils sont plus nombreux qu'on le croit. Et vous avez ceux qui veulent se donner l'impression d'aller manger au restaurant avec des plats un peu plus élaborés. Parce que le point commun de ces meal kits, c'est quand même de vous suggérer, de vous envoyer des recettes élaborées, parfois qui frôlent même, en tous les cas, dans le libellé, je ne dis pas forcément dans la technique, le niveau de ce qu'on pourrait appeler de la cuisine gastronomique. Le point commun quand même de tous ces consommateurs, c'est qu'ils ont les moyens, parce que vous allez le voir, c'est quand même pas donné, et puis surtout qu'ils aiment quand même cuisiner, parce que je vous le redis, vous ne recevez pas des plats tout préparés, c'est pas comme commander une pizza ou commander des sushis qu'on vous livre à domicile, vous recevez les ingrédients, et il faut quand même bien passer en cuisine, et il faut s'y mettre. C'est quand même signé par des grands chefs, certains, pour le marketing. Non, pour le moment, non. C'est vraiment, en tous les cas, pour la masse d'entre eux, c'est des repas qui ont la connotation gastro, mais qui ne sont pas cautionnés par des chefs. Et les recettes sont... Pardon. Non, je vous en prie. Et les recettes sont bien expliquées ou... Ah oui, alors ça, c'est fascinant. Voilà. Le principe, c'est que vous recevez un pas à pas, c'est très pédagogique. Parfois même, vous avez un lien pour aller regarder une vidéo sur Internet et donc la suivre en même temps que vous cuisinez. Non, là-dessus, c'est remarquable. Donc, au niveau technique, il n'y a pas de difficulté particulière. La preuve, j'y suis arrivé. Ah, vous l'avez testé? Mais bien évidemment. Par contre, au niveau coût, parce qu'il faut quand même que l'on évoque le prix, parlons gros sous, j'allais dire, c'est pas donné, c'est entre 7 et 8 euros par plat et par personne, ce qui, dans une logique courante et quotidienne, finalement, devient beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait appeler de la cuisine familiale. Ouais. Ça sera évidemment toujours moins cher qu'un plat dans un restaurant, mais ça sera quand même plus cher que de la cuisine de tous les jours. Ouais. De temps en temps, vous verrez des offres à 5 ou 6 euros. Ne vous faites pas avoir, ce sont souvent des recettes végétariennes, parce qu'évidemment, dès lors que vous enlevez la viande ou le poisson de la recette, vous faites aussi baisser le prix. Sauf que vous n'allez quand même pas manger tous les jours, hormis si vous êtes vegan, évidemment, des recettes végétariennes. Donc, retenez que c'est quand même plutôt cher, c'est quand même pas donné. Est-ce qu'il y a du conseil en vin aussi? Alors, pour le moment, il y a rarement des accompagnements, mais vin. Parce qu'évidemment, ils finiront par vous vendre aussi la bouteille de vin qui va avec le plat qu'ils vous envoient. Mais on est vraiment au tout début de cette histoire. La preuve, vous voyez, vous ne connaissiez pas nécessairement ce principe-là. Pourtant, il y a une effervescence de start-up là-dessus, mais ça reste quand même un phénomène assez marginal et, on va quand même le dire, un tout petit peu urbain. Mais cela dit, excusez-moi Patrick, cela dit, quand on se décide à faire de la grande cuisine un samedi matin, on va au marché, on achète la poudre qui va bien, le machin, parce qu'on a vu la recette, là on est proche des 8 euros et en plus on a acheté des produits qui vont... au-dessus, parce que vous recevez plus que les quantités. Et on consomme plus, on achète plus que ce qu'on va manger, il y a des trucs qui restent sur les étagères. Évidemment, parler à un cuisinier, vous recevez la juste dose. Ça veut dire que s'il faut tant de grammes de ceci ou tant de grammes de cela, et vous savez bien que la cuisine, c'est quand même un peu de la précision, évidemment, vous recevez que la dose, c'est dans un sachet, c'est bien identifié, vous avez un numéro et vous ne gaspillez pas. La seule chose qui ne vous envoie pas, c'est le sel, le poivre et l'huile d'olive. Ouais. Voilà, tout le reste, y compris pour des épices, vous les recevez au gramme près. Et la commande est faite le jour A, c'est livré quand? Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous avez même des solutions d'abonnement, où en gros, vous recevez toutes les semaines le nombre de repas que vous avez décidé de recevoir. Vous avez par exemple jusqu'au dimanche soir pour choisir les plats que vous recevrez. 2 jours après, vous pouvez recevoir sans vous engager et le faire qu'une fois de temps en temps, mais vous avez de tous les jours à une fois par mois si vous le souhaitez. Vous voyez, donc c'est relativement large. Alors, Vous avez testé? Oui, bien sûr. Alors, globalement, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est très bon, c'est facile à faire. Il n'y a pas d'entourloupe particulière. Il y a juste 2 reproches s'il fallait rapidement terminer là-dessus. D'abord, un, c'est que les quantités d'ingrédients
ingrédients nobles sont toujours, je trouve, un brin faiblarde. Ça veut dire que quand vous ne mangez pas de la viande tous les jours, le jour où vous décidez d'en manger, vous voulez que ça se voit dans l'assiette. Et là, je trouve que ça se voit quand même pas toujours. Et puis le deuxième reproche, c'est qu'ils nous prennent par moment pour des lapins 2-3 semaines en nous vantant des gratuités par-ci, par-là, et notamment sur la livraison. Quand on vous écrit en gros livraison gratuite sur le site internet sur lequel vous allez, n'y croyez pas un instant, parce qu'évidemment, la livraison, elle est peut-être gratuite, mais elle est dans le prix des produits que vous achetez. Et c'est aussi pour ça que c'est cher, parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas chercher vous-même sur un marché ou dans un supermarché, mais que vous recevez. Donc c'est finalement normal que vous payiez les livraisons. Mais ça a quand même une vertu, c'est que ça vous remet en cuisine. Et je trouve ça plus intéressant de recevoir des ingrédients à assembler chez soi que des plats tout faits. Et accessoirement, quand vous préparez vous-même, vous trouvez ça toujours meilleur que quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Donc vous êtes content de votre cuisine. Et rien que pour ça va. Oui, ça arrive dans avec de la carboglace, par exemple, où c'est évidemment bien assuré. Il y a vraiment, sur la mécanique de ce concept, aucun reproche, mais c'est aussi pour ça que c'est cher. Et l'origine des produits, elle est indiquée? Alors, elle est indiquée. C'est souvent soit bio, soit d'agriculture raisonnée, donc ça participe au prix aussi. On voit bien qu'on s'adresse à une clientèle qui a les moyens et qui, de temps en temps, est prête à surinvestir ses repas au besoin avec ce genre de garantie. Merci Olivier pour cette découverte. Merci Christelle parce que vous allez nous quitter. Allez, merci. On va retrouver tout de suite Billy à la SPA de Rennes. Bonjour Billy avec un nouveau compagnon à adopter. Bonjour tout le monde, on se retrouve cette semaine au refuge de la SPA de la Route de Lorient avec notre amie Jennifer. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, on a une petite demoiselle à vous présenter. Comment elle s'appelle? Mystique. Bonjour mademoiselle. Apparemment Mystique est un petit peu, ouais, c'est ce que j'allais dire, hein, elle est scotchée là. Alors parle-nous d'elle un petit peu. Alors Mystique, c'est une jeune chienne, elle a tout juste 1 an. Donc voilà, c'est une chienne qui est sociable avec ses congénères, qui va être pleine de vie. C'est ça, voilà, une petite sauterelle. Voilà, t'étais bien calme là. Ah voilà, là on découvre le vrai caractère de cette demoiselle. C'est vraiment une chienne qui a besoin d'un maître assez sportif, qui va lui consacrer du temps, jouer avec elle, courir avec elle. Et puis également s'investir un peu dans son éducation parce qu'elle en a grand besoin. D'accord, donc un petit peu d'éducation positive, hein. Ici on parle que de ça. Oui. Donc cette petite Mystique, eh ben, elle est là au refuge, toujours, toujours disponible, ouais. Et puis voilà, une maison, hein. Je pense avec des enfants, il faut que ça bouge là. Oui. Eh bien écoute, on se retrouve tout à l'heure. On a un petit malinois, c'est ça? Oui, Hardy. Hardy. Bon, on se retrouve tout à l'heure avec Hardy. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy. Merci beaucoup. Alexis Nicole nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Alexis, bienvenue à vous. Stéphane, vous allez nous présenter une innovation avec Alexis, quand le numérique rime avec solidarité. Tout à fait. Est-ce que vous êtes des consommateurs les uns les autres? On essaye. Consommateur, c'est tellement surfait que par provocation, je répondrai non. Non. Bon, d'accord. En gros, on ne fait pas que consommer, mais on fait un geste en même temps, un petit peu en conscience sociale. Et Alexis a eu cette petite idée qui, pour moi, était une idée finalement, toute bête, mais fallait y penser. Et ça m'a... j'ai été étonné de savoir que ça existe et que ça vienne de Rennes. C'est qu'en un clic, quand vous faites vos courses en achat en ligne sur Internet, avec une extension que vous mettez sur votre navigateur, c'est-à-dire ce qui vous permet de surfer sur Internet, vous avez un outil de don qui va permettre de reverser un montant à chaque achat avec des boutiques partenaires à des associations. Exactement, ce sont les boutiques associées qui payent, ce qui fait que c'est totalement gratuit pour vous, consommateurs, sur Internet. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 1000 boutiques associées, comme, je ne sais pas si je peux citer quelques marques. Non, les plus grandes enseignes. Des idées. Voilà, l'enseigne que vous avez dans la tête, elle est forcément chez nous. Et vous allez faire votre achat en ligne et grâce à cet outil de don, comme vous l'avez bien expliqué, vous allez faire votre achat comme d'habitude et automatiquement, une commission va être reversée à l'association que vous avez choisie lors de votre inscription. Donc c'est vraiment la boutique qui paye. Donc aujourd'hui, c'est un petit module que vous mettez sur votre navigateur Internet, donc Chrome. Là, on est un peu dans la technique, mais il y a aussi une application. Là, ça parle un peu plus. Et au lieu de faire votre achat avec votre téléphone, ce qui se fait de plus en plus directement sur le site, vous passez finalement par l'application, ce qui revient en même et qui permet finalement de faire des dons à des associations sans même y penser, quoi, finalement. Exactement. C'était vraiment l'objectif, c'était vraiment de démocratiser le don, faire en sorte que tout le monde puisse donner. Voilà, plus de 135 associations, comme on peut le voir sur l'écran, de façon totalement transparente, simple et voilà, encore une fois, sans y penser, et gratuite. Surtout. Mais c'est quand même à moi de faire l'effort d'installer ce petit module, oui. Voilà. Alors après, c'est quelque chose qui se passe. Les enseignes le mettront directement. La dernière fois que je suis allé commander chez ce grand commerçant e-commerce, c'est probable que ça se passe. En l'occurrence Amazon, parce que j'imagine que vous parliez de lui, on ne m'a pas proposé d'arrondir.
Non, parce que eux, là, en fait, vraiment, ils rognent sur leur marge. Et tout simplement, ils ne peuvent pas se permettre de rogner sur leur marge de toute la France entière. Donc, ils attendent de voir ce que des petites entreprises comme Givers, voir si ça plaît vraiment aux utilisateurs. On reste des testeurs pour eux. Alors justement, quels sont les premiers retours clients? Oui, c'est la question que je voulais poser avant, effectivement, de revenir sur ce qu'on appellera le micro-don qui se développe beaucoup. Vous, en un an, puisque vous avez commencé il y a 2 ans à travailler sur le projet, aidé par la région Bretagne, et là, ça a démarré vraiment il y a 1 an. Comment ça se passe avec 1 an de recul? C'est très satisfaisant dans le sens où on a des très bons retours associatifs. Donc, c'est quelque chose qui a été... on prend du temps à faire les choses, on prend des retours, des associations, etc. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 135 associations qui sont inscrites. On a Quel type d'asso? Il y a des assos connues, grandes, petites Il y a des grandes, comme l'Armée du Salut, ou le Refuge, ce genre de choses, et aussi des petites associations locales, de BD par exemple. Et vraiment, l'objectif, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver, donc que tout le monde puisse soutenir la cause qui lui tient à cœur. Donc on a des associations culturelles, on a des associations de protection de l'environnement, protection animale, protection de l'éducation des populations, tout simplement. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de toucher un panel le plus large possible pour satisfaire les besoins des utilisateurs. Ça, c'est sur le plan national. C'est sur le plan national. Et donc l'objectif, si ça fonctionne, encore une fois, l'objectif, c'est quelque chose qui peut s'exporter à l'Europe et de façon internationale aussi. On travaille déjà avec des associations internationales, donc des ONG, tout simplement. Donc c'est possible d'exporter ça et que tout consommateur mondial puisse faire un don en achetant sur Internet. Avec ce challenge-là qui vous attend, c'est qu'effectivement, les grandes enseignes, quand on achète son plat chez McDo, pour ne pas le citer, on vous propose de faire un don un petit plus. C'est-à-dire que les quelques centimes, effectivement, qui vont arrondir la facture, mais vous pourrez le faire dans votre restaurant aussi, quelques centimes qui vont arrondir la facture, qui sont incolores, inodores pour vous, mais qui, au bout du bout, pour l'enseigne ou l'entreprise, va représenter une somme conséquente et va rentrer dans leur bilan, évidemment, économique et social. Avec une petite gêne par moment pour le consommateur, puisque vous avez des enseignes qui l'ont systématisé dans leur parcours d'achat au moment où on paye, en vous demandant est-ce que, M. Gramont, vous accepteriez de rajouter quelques centimes? Et si vous avez déjà donné au SDF qui est dans la rue, et puis après que vous dites non, vous êtes mal à l'aise. Donc, vous voyez, ce sujet-là, il est socialement super intéressant, mais relationnellement avec un client, il est parfois difficile à envisager parce qu'il peut mettre mal à l'aise celui qui n'a pas envie, et c'est légitime, de donner au moment où on lui demande. Tout à fait. Et là, avec Givers, on choisit l'association à laquelle on donne. Et c'est gratuit. Et on choisit l'association. On sait où ça va. Par exemple, quand on achète un billet d'avion à une grosse compagnie française, ça peut... Air France, oui. Et en fait, Air France est engagé à donner un pourcentage de votre achat, et nous, on le redistribue à l'association. J'ai vu ça sur l'application Air France. Alors, un petit pourcentage sur un Paris-Tokyo, ça vaut le coup. Surtout si c'est en first. Surtout si c'est en first. Technologiquement parlant, c'est dur de centraliser tout ça, etc. Donc nous, notre objectif en tant que petite entreprise, c'est de centraliser les dons, etc. pour les redispatcher derrière. C'est-à-dire qu'Air France ne peut pas se permettre d'aller chercher les associations de votre village pour aller leur dire on va vous faire des dons. Ça, c'est notre travail, et Air France s'engage à donner la commission à nous pour qu'on la redistribue. Et comment je fais avec Air France, moi? Vous allez sur le site, tout simplement, vous rentrez chez vous, là, vous allez sur le site de Givers, vous installez l'extension, ça vous prend moins de 30 secondes, vraiment. Vous installez l'extension et après, vous choisissez l'association que vous souhaitez soutenir et vous reprenez vos habitudes. C'est-à-dire que vous allez sur Le Monde, etc., sauf que le jour où vous allez vous faire un achat, automatiquement, vous allez faire un don à l'association de votre choix. Voilà. Belle initiative. Alexis en mode démo, en mode pitch. Merci Alexis. Avec grand plaisir, merci à vous. On va maintenant retrouver tout de suite Catherine Bossard, parce que c'est l'heure du débriefing à mi-chemin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez retenu, ma chère Catherine, de cette première partie d'émission? Beaucoup de choses, et on va en reparler. De la poésie, beaucoup de poésie, c'est très beau. Donc j'y reviendrai après en fin d'émission, mais surtout les kits repas. C'est impressionnant, a priori, les pas à pas marchent énormément. Mais attention à ne pas prendre le melon, regardez Olivier, il va partir, mais il a déjà le col bleu-blanc-rouge, qui est le col des meilleurs ouvriers de France. Alors soit ça fait des miracles, soit on va voir, donc déjà, mais c'est quand même pas mal. Tout de suite, meilleur ouvrier de France, donc voilà, chapeau les kits. Merci Catherine. On retrouvera dans quelques instants l'ami François Coulon du Musée des Beaux-Arts de Rennes qui nous présentera un objet insolite issu du cabinet de curiosité de Monsieur de Robien. De notre côté, pour vos titres ce midi, dans le journal présenté par Valérie Chopin, voici ce qui vous attend. Nous ferons le point sur la situation de la compagnie aérienne HOP. Nous reviendrons aussi sur la lourde défaite de Guingamp à Marseille. Et puis un anniversaire, enfin, le GR34 fêtait ses 50 ans ce week-end. Nous reviendrons sur ce magnifique sentier côtier. C'est maintenant l'heure de retrouver l'ami Billy à la SPA de Rennes. Billy.
Effectivement, Laurence, nous sommes de retour ici avec notre ami Hardy. Alors, bonhomme, Hardy, c'est le petit malinois dont tu nous as parlé. Oui, un gros coup de cœur, ce chien. D'accord. C'est un chien qui n'a pas eu une vie spécialement facile. Voilà, il a beaucoup vécu à la tâche et n'a pas spécialement connu en fait beaucoup de choses. D'accord. Donc du coup, voilà, bon, c'est un chien qui est adorable avec les humains. Ça vraiment, il n'a aucune rancœur envers l'humain. Ouais. Par contre, du coup, il est quand même assez réactif avec ses congénères. Voilà, c'est vraiment un chien qui devra être le seul. Devrait être tout seul, quoi. Le seul chien de la famille, oui. Ok. Ça, malheureusement, c'est parce qu'il n'en a pas vu beaucoup, malheureusement. C'est ça. Il n'a pas été sociabilisé comme il fallait petit. C'est ça, tout à fait. Donc il a quel âge, tu nous as dit? Il a à peu près 6-7 ans. 6-7 ans. Donc ce petit jeune homme Hardy, malinois, donc dans une maison où il y a un petit peu de terrain pour gambader là. Oui, éventuellement. Après, en appartement, c'est un chien très calme. Ok. Donc, il apprécie aussi son confort. Tout dépend bien sûr de l'investissement après des futurs propriétaires. Ok. Bon bah écoutez, ce petit jeune homme Hardy qui ne veut pas montrer sa tête, regarde, bah oui, c'est là-bas, chérie. Ouais, Oui, super. c'est bien, oui. Et ben il est là ici au refuge de SPA de la rue de Lorient. On va se retrouver tout à l'heure avec un petit chat qui s'appelle Viking, je crois. Oui, avec Viking. Tout Ok, à fait. à tout à l'heure. Merci beaucoup, Billy. On va revenir, Patrick Geffroy, à la cuisine, cette cuisine que vous aimez tant. Est-ce que l'hôtel de Carantec, quand vous avez repris cet établissement, ça a transformé votre cuisine ou pas? Non, je ne peux pas dire ça parce que j'ai toujours été un cuisinier de la mer et de la terre. Je suis morlaisien et la baie de Morlaix, c'est là, c'est cette ouverture à la sortie de Morlaix qui est là. Et depuis mon enfance, j'ai toujours été à fouiller avec mon papa, mes oncles dans les cailloux à marée basse. Et voilà, donc j'ai toujours été un cuisinier marin, on va dire ça comme ça. Et ancré dans votre terroir. Voilà. Mais Carantec m'a quand même, bien sûr, apporté une rapidité du produit, l'instant, quoi. Parce que à une certaine époque, j'ai eu la chance d'avoir un pêcheur qui pêchait du bar. Et je lui ai dit, ce serait bien de mettre un vivier dans le bateau, comme ça j'aurais du bar vivant. Parce que comme j'ai été plusieurs fois au Japon dans ma vie, j'ai appris à tuer le poisson comme les Japonais. Ça s'appelle ikejime. Et donc, voilà, donc j'avais cette chance. Donc, bien sûr, on a plus facilement accès au produit encore plus, voilà, du produit Vous vous vivant, souvenez, vous, frais. d'une époque où vous alliez jusqu'aux halles de Rungis pour aller chercher de la coriandre, du basilic. Ah oui, parce que là, c'était compliqué. dans les années 70, en Bretagne et même dans toutes les régions françaises, on ne connaissait pas le basilic, la coriandre. Si, dans le sud, on connaissait le basilic, mais la coriandre, l'origan, etc., c'était des choses, le cerfeuil, on ne connaissait pas ces herbes-là. Aujourd'hui, dans n'importe quelle supérette, vous en trouvez du frais. Et moi, dans les années 70, je montais avec un routier jusqu'à Rungis, je payais mon transport en déchargeant les artichauts ou les choux-fleurs, et après, j'allais acheter les légumes dans les halles de Rungis, qui étaient pour moi la caverne d'Ali Baba, quoi. Alors, il y a aussi l'évolution du matériel. Aujourd'hui, c'est vrai que le service à l'assiette paraît naturel. Ça n'a pas toujours été le cas. Oui, mais j'en parlais avec des clients avant-hier encore. Les gens ne savent pas ça, mais les gens ont oublié. Et puis les générations, les nouvelles ne connaissent pas l'historique de ça. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler, on servait tout sur plat, en salle. Ouais. Et de la salle, sur le guéridon, on servait à l'assiette et on donnait l'assiette au client. Aujourd'hui, même dans le plus petit bistrot, dans n'importe quel restaurant, l'assiette part de la cuisine. Tout ça, ça vient du Japon dans les années 70. Eh oui. C'est une petite révolution, voilà, et évidemment. Les techniques alimentaires nous ont donné du matériel performant de façon incroyable. On peut faire des cuissons très, très douces, très lentes. On peut cuire à 45-50 degrés. Tout doucement, très longtemps, avec beaucoup de sécurité. Tout a changé. Comment vous voyez évoluer la cuisine aujourd'hui? Quel est votre regard sur l'évolution de la cuisine aujourd'hui? Alors, mon regard sur la cuisine, il est qu'il y a des modes. Alors là, on découvre, on est beaucoup locavore maintenant, mais tous les cuisiniers, tous les restaurateurs régionaux ont toujours été locavores. La preuve, c'est qu'avant, il fallait faire 500 km pour aller chercher de la coriandre. Donc, on n'avait pas de coriandre. Donc, on faisait la cuisine avec les produits de la région, les produits du terroir, ce mot que je respecte beaucoup, même s'il y a des chefs qui n'aiment pas ce mot-là, moi je l'adore. Et donc, le locavore, c'est pas nouveau, quoi. Alors, la cuisine a évolué parce que maintenant... Les avions nous amènent très rapidement, mais bien sûr avec beaucoup de pollution, nous amènent les produits très rapidement. Mais en même temps, c'est magique de pouvoir travailler une mangue qui a été mûrie sur l'arbre
qu'une mangue qui est transportée en bateau, verte, et qui a du mal à mûrir même quand elle arrive en France, quoi. Voilà. La cuisine est très voyageuse aujourd'hui. Très voyageuse. Qui vous va bien, finalement. Et les chefs sont très voyageurs. Vous en pensez quoi, vous, de ces chefs qui se disent ancrés dans un terroir et qui ouvrent, qui ont 4 restaurants à gérer, un à Tokyo, un au Brésil, 2 à Paris. Vous avez quel regard là-dessus? C'est très excitant. Moi, je reviens de Hong Kong la semaine dernière et je peux vous dire que, bon, voilà, vous êtes en discuter. Vous cherchez le pas de porte, là. Non, mais on discute. Mais c'est passionnant. C'est passionnant de faire ça. Et ça n'empêche pas que... On peut rester soi-même tout en se dispersant. Oui. Et puis, par contre, il faut s'adapter dans la région, dans le pays où on va. Parce que si on part et qu'on arrive dans je ne sais pas où, en Chine, et qu'on dit, moi, je vais faire de la cuisine bretonne, c'est ridicule. Non. Il faut s'adapter avec les produits de la région, garder les techniques françaises, parce que les grandes techniques de la cuisine sont de chez nous. Et vous faites le tour du monde aujourd'hui et vous allez... trouver... mais il y a des nouvelles techniques qui arrivent quand même, parce qu'il y a les techniques péruviennes, d'Amérique latine qui reviennent un petit peu comme ça, ou aussi l'historique de la cuisine chinoise, qui en partie, le laqué, le rôti, le sucré, tout ça c'est chinois. On l'a encore. Bon, le chef breton reste voyageur. Le chef breton reste bien ancré dans son Finistère qu'il adore. J'adore. Merci beaucoup, Patrick Geffroy, d'avoir été à nos côtés. On va tout de suite se tourner vers François Coulon qui nous a rejoints. Alors, vous êtes toujours tourné vers les objets insolites, merveilleux, et toujours vers l'exotisme, bien sûr. Alors, ce matin, vous nous présentez une arbalète. Oui. Fabuleuse arbalète. Alors voilà, donc c'est une arbalète que vous allez trouver dans le cabinet de curiosité aussi, présentée en permanence. Du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Je ne suis pas venu avec l'attirail complet parce qu'il manque un cric énorme qui pèse 7 kilos et qui normalement se greffe sur le dessus de l'arbalète sur une partie qui est manquante, qui s'appelle une noix, et qui permet de tendre, vous voyez, l'arc absolument incroyable, qui permet de tendre cet arc en développant une puissance extraordinaire. Alors évidemment, Robien avait ce type d'objet parce que c'est un chevalier, donc c'est un noble, donc il s'intéresse aux armes, mais malgré tout, il s'intéresse vraiment à des armes très particulières, qui sont toujours des armes exceptionnelles. Donc je vous avais présenté déjà un fusil à 4 coups, quelque chose d'absolument incroyable. Vous êtes très arme en ce moment. Oui. Un bouclier la semaine dernière. Et dans 15 jours, je vais peut-être revenir avec autre chose encore. Parce que, voilà. Et en fait, cette arme est tout à fait singulière, puisque là, on est plutôt vers la fin de l'usage de l'arbalète. On est à la fin du XVIe siècle, c'est allemand, donc c'est très richement décoré, ça fait partie des cabinets. Mais en fait, c'est une relique qui a mis fin, finalement, à toute la chevalerie médiévale, puisque l'arbalète avait été... Bon, c'est une invention très ancienne, chinoise et grecque en même temps, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, c'est une arme qui est tellement efficace qu'elle perturbe complètement les stratégies guerrières, et y compris les édifices sociaux de chaque civilisation. Donc on utilisait l'arbalète de façon plus ou moins régulière à l'époque médiévale, mais on a tout de suite trouvé que c'était déloyal, puisque un simple croquant pouvait tuer un noble embusqué derrière un buisson avec une arbalète. Donc ça, c'était pas du tout chevaleresque, c'était pas du tout loyal. Donc le pape Innocent II, en 1139 et en 1143, a interdit totalement les arbalètes. Ce faisant, ça a été assez mal suivi, puisqu'en fait c'était tellement efficace. Et alors, au cours de la guerre de 100 ans, les progrès qui ont été faits avec les arbalètes ont aussi modifié les structures des arcs, qui n'étaient plus en bois mais qui sont devenus en métal. Et donc là, on s'est trouvé, alors il y a 2 boucheries extraordinaires à la fin du Moyen-Âge. Il y a celle de Crécy en Ponthieu en 1346, lorsque Philippe VI de Valois rencontre c'est Édouard III. Et là, on a évidemment des archers anglais avec des arbalétriers qui déciment littéralement l'armée française. 4000 morts côté français, 300 côté anglais. Et 50 ans plus tard, en 1415, à Azincourt, c'est encore pire. 6000 chevaliers français, 6000 chevaliers, toute la chevalerie se fait décimer, côté français, sans compter les gens à pied. Et côté anglais, on a à peine 120 morts. Donc voilà, on a là une stratégie de combat, de guerre, qui met définitivement fin en fait aux stratégies chevaleresques, de nobles, de combats singuliers en armure. Et très vite, les Français vont comprendre qu'il faut changer de tactique, il faut se mettre au goût du jour. Donc ils vont prendre, les Français ont souvent un train de retard, et puis en fait ils sautent en avant. Et donc là, ils vont investir énormément dans l'artillerie. Et donc c'est ce qui va faire que l'artillerie française va devenir la meilleure au monde jusqu'à l'époque napoléonienne. Comme quoi, une bonne raclée. Hein. Ouais, mais 2 bonnes raclées. Ouais. 2 bonnes raclées.
Merci beaucoup François de nous avoir présenté ce magnifique objet. À très bientôt. Très bien. Eh bien, c'est déjà l'heure de la fin de cette émission. Vous vous rendez compte, on attend le débriefing de notre chère Catherine. Qu'avez-vous retenu? Bonjour, alors j'ai retenu l'essentiel retour de la speakerine. Nous avons vu Catherine Langet. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait un petit effort de présentation pour l'occasion. On parlait de ces traditions, hein, Patrick, qui sont importantes et auxquelles il faut penser. La speakerine, c'est l'art chevaleresque télévisuel qu'il ne faut pas faire disparaître. Je vais vous faire un petit exemple, un exercice, c'est notamment l'usage des superlatifs et la bienveillance vis-à-vis des invités. Par exemple, le « oh là là » qu'on a... Florence, répétez. Vous ne le pratiquez pas assez? Oui, c'est vrai. Oh là là. Oh là là, quelle belle arbalète. Quelle belle arbalète. Ah oui, très bien, voilà, c'est parfait. Oh là là, tous ensemble, et chez vous aussi. Attention. 3, 4. Oh là là. Voilà, c'est ça. Quelle bonne cuisine. Quelle bonne cuisine. Quelle belle bien idée sûr. d'application. Quelle belle idée d'application. Voilà, tout cela, comme c'est mignon de porc, regardez. Voilà, c'est magnifique. Tout est magnifique. Je n'ai pas noté les exemples, mais ils sont là. La poésie également qu'il y avait dans le reportage de Lina. On ne parle pas Rennes, une grande ville qui a vu un incendie. Non. Je cite quasiment, une ville vue du ciel, c'est comme un immense jardin immobile que les oiseaux traversent tels des badauds indolents. Mais un tel tableau n'en est pas moins à l'abri des assauts d'un ennemi redoutable et destructeur, le feu. Voilà, il y avait de la poésie à l'époque. Voilà. Et heureusement, Patrick, aussi, vous nous en donnez de la poésie, c'est magnifique. Voilà. Bon, en tout cas, libérez la speakerine qui est en vous. Billy le fait, Stéphane a une speakerine en lui aussi, vous le faites. L'art de s'émerveiller des choses simples et belles. Et vous nous en faites profiter aussi, Patrick, merci. Libérons la speakerine en nous. Voilà. Merci Catherine, merci à tous. Oui, merci à Florence, tous. vous annoncez le programme suivant. C'est ça en fait, voilà, je suis une sorte de speakerine moi aussi. Merci d'avoir été à notre côté, Patrick Geffroy, merci Stéphane, merci Alexis, merci François. Demain on se retrouve mardi 9h50, notre invité d'honneur ce sera Michel Toesca, réalisateur du film, oh là là, du film Libre, présenté en avant-première ce soir au TNB à Rennes. Et puis il sera aussi question des remèdes à l'insuffisance veineuse, de communication non violente, de conseils en recrutement et d'origami. Il est pas beau le programme? Magnifique. Oh là là. Oh là là. Et ben voilà, on se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous. Kenavo.